Qui est l'honorable Mosito? Il faudrait absolument que je vous dise qui il est. Il est congolais de père et de mère, croyez-moi. Il est né à Mukanza, dans le Kwilu, et il a fait des études chez nous. Donc il a un diplôme d'État en section littéraire, et il va vous le prouver. Il a aussi un diplôme en économie. Il a fait l'économie publique. On a fini ensemble. Comme expérience, je voudrais vraiment que vous soyez content que sa présence soit, pour moi, c'est une grâce divine, parce que vous allez écouter, le savoir ambulant, le savoir à se promener, le savoir est assassinatif. Comme expérience, le monsieur que je vais introduire tout à l'heure a de l'expérience que nous voulons pour nos politiciens. Monsieur Mosito a été en 1985, il a été chef de service à la RONAPI. En 1987, il était inspecteur de finances. En 1993, il était coordonnateur à la cellule de conseiller fiscal à l'hôtel de ville. En 1998, il était conseiller au ministère des Finances. 2003, député national de la transition. Et 2007, ministre du budget. Et en 2008, il était Premier ministre. Actuellement, il est le député national. Comme vous le savez, très rare, il n'y a pas beaucoup de politiciens chez nous qui s'occupent de la science qui publie. Il est un des rares politiciens de la République démocratique du Congo qui publie. À son actif, il a publié 18 tribunes où il parle de questions relatives aux problèmes qui se posent dans notre pays. Et aussi, il a publié une pièce qu'il a intitulée Installation des nouvelles provinces, défis et contraintes. Donc aujourd'hui, celui que j'appelle mon ami, l'honorable Mosito, Premier ministre honoraire, va nous entretenir sur les questions économiques, politiques et sociales de la RDC. Donc, sans plus tarder, je ne voudrais pas abuser de votre présence. Je laisse la parole à mon ami, le Premier ministre honoraire, Mosito. Applaudissez s'il vous plaît. Merci, cher ami, pour tous ces compliments. D'abord, les remerciements à tous les compatriotes, tous les amis qui sont venus à cette rencontre d'échange, dans le cadre de ce que nous appelons l'université populaire, qui était l'espace que nous avons créé pour combler un vide qui caractérisait les relations entre les élites politiques, les dirigeants politiques et le peuple. Parce que traditionnellement, quand il y a une crise politique, les débats, la chamaillerie, c'est toujours entre les gens d'en haut qui croient que le pays leur appartient. Qu'ils trouvent solution ou pas, de manière générale, ils ne se réfèrent pas à la base pour rendre compte des difficultés, de la pertinence des solutions éventuelles qu'ils avaient trouvées. Ils se foutent pas mal parce qu'il suffit qu'ils se mettent d'accord. Généralement, c'est à la veille des élections, quand il y a un conflit, qui les oppose les uns parce qu'ils tiennent à conserver le pouvoir, c'est un mandat du peuple, les autres parce qu'eux aussi veulent accéder au pouvoir par ce mandat du peuple, ou ils se plaignent de ce que les élections ne se tiennent pas. Ils se chamaillent en haut pour un pays qui n'est pas le leur. Ils pensent que dès qu'ils se mettent d'accord, le problème du pays est résolu, parce que c'est le pays.
j'ai dit qu'il fallait quand même qu'on se sente l'obligation de rendre compte au souverain. Et pour cela, à chaque fois qu'il y a eu une séance, c'est venu à l'occasion du dialogue des l'OUA, il fallait tout le temps parler avec le peuple, lui dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qui s'est tramé là-bas, pour que lui, les souverains, puissent éventuellement faire des propositions à nous autres, sur la base des analyses, des discussions qu'on avait avec ces populations ou ces catégories sociales. Donc, au-delà de ce dialogue que j'appelle dialogue vertical, qui est l'une des expressions de l'université populaire, c'est aussi un espace horizontal entre élites qui peuvent discuter entre elles sur un sujet d'actualité ou sur une déclaration d'un homme politique ou d'un acteur de la société civile, ou sur un ouvrage qui parle de la société, de la gouvernance, de la gestion de la cité. Voilà un peu le contenu et la substance du dialogue plutôt de l'université populaire. Aujourd'hui, je veux plutôt que ce soit la format qui est en même temps horizontale et verticale, parce qu'ici, il s'agit des responsables, mais aussi des Congolais ordinaires qui ne sont pas dans la politique, mais qui sont des élites. Je veux qu'on échange, qu'on débatte à bâton rompu, d'égal à égal, parce que personne n'a les monopoles, la vérité. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée du monde. Moi, je suis de ceux qui sont considérés comme des dirigeants du pays. Je vais communiquer avec vous sur mon analyse de la situation politique du pays. Si l'État nous permet, nous irons jusqu'aux questions économiques et sociales. Et la formule veut que je me mette à votre disposition pour enregistrer le maximum des questions, que je donne des éléments de réponse, mais aussi que moi je vous pose des questions sur votre entendement, votre analyse de la situation de notre pays. Aussi bien en termes d'actualité qu'en termes, parce que derrière l'actualité, il y a aussi la réalité, qui peut être tout aussi différente. Je voudrais faire une opinion de vos analyses aussi. Et la démarche nous permet que moi, je ne fasse pas un discours qui puisse éventuellement sortir du cadre de vos attentes. Que vous posiez des questions, que moi je réponde, mais qu'on débatte aussi. Il n'y a pas que moi qui peux donner des réponses. Là-dedans, vous pouvez aborder mieux que moi une question donnée, soulevée dans la salle. Voilà donc, aussi je vais retourner la parole au modérateur pour qu'il enregistre les questions. Je souhaiterais répondre aux questions par intervenant, pour éviter que j'en occulte certaines, pour que je réponde dans le détail de manière spécifique aux questions qui sont posées par intervenant, et ainsi de suite, on pourra avancer jusqu'au dernier. Et si nous avons le temps, on va rentrer dans l'économie pour indiquer la situation, donner ma lecture, mon état des lieux de la situation du pays, parce qu'on ne peut pas scruter l'avenir sans partir de l'état des lieux. Merci beaucoup. Merci bien, honorable. La question que j'ai une précision. Aimerais-tu que les questions soient complètement en français ou on peut aussi poser des questions en lingala? En lingala et en français. D'ailleurs, le principe de l'université dialogue, j'ai redouté bien qu'il y ait des étrangers, sinon on parlera lingala français. Tout le monde peut s'exprimer en son aise. Donc, voilà. On préfère même plus des lingala que des français. Je m'attendais à ça. Mes chers amis, vous avez... Bon. Amen. Hein? Donc, celui qui a une question à poser, soyez calme, soyez en famille, nous sommes en famille. Si vous avez des inquiétudes, comme il a dit, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà l'occasion. Il ne s'agit pas ici de social media. Vous avez votre interlocuteur devant vous. Rappelez-vous, c'est le Congo, c'est quelqu'un qui a été dans la sphère, la haute sphère au sommet de notre pays, qui connaît notre pays. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez vos questions en lingala et en français. Le premier, vous l'entendez. Merci. Moi, c'est John. John Chabot.
il n'est pas nécessaire que je puisse rappeler tout ce que vous avez ici. Vous avez été Premier ministre, vous avez géré ce pays. Ma question est simple, peut-être si vous me permettez, j'aurais une question de suivi. La première, c'est que je veux savoir exactement est-ce que vous avez des regrets d'avoir été Premier ministre et de diriger ce pays. Vous avez un certain regret si vous avez ces regrets. Non, je n'ai aucun regret. Même s'il y a des choses que j'aurais aimé faire mais que je n'ai pas pu faire. Je suis très content, très heureux d'avoir connu cette expérience. Heureuse d'un certain point de vue, mais peut-être décevante d'un autre point de vue. Vous savez, quand nous arrivons au pouvoir en 2006, c'était à la fin de l'année 2006, nous commençons véritablement en janvier, février 2007. Nous avons trouvé que le pays a eu pour budget pour l'exercice précédent, en ressources propres, 850 millions de dollars. Les réserves de change sur les comptes de la Banque centrale se situent autour de 100 millions de dollars. Les PIB étaient autour de 15 milliards de dollars. La dette se situe autour de 14 milliards de dollars. Les pays étaient en dépôt de bilan. C'est bien dommage que nous n'ayons pas fait l'état des lieux pour dire au peuple ce qu'était l'héritage au moment où nous arrivions au pouvoir. J'indique en passant que le pays avait rompu avec les FMI et la Banque mondiale qui venaient de plier bagages. Nous étions en guerre à l'est de la République, dans l'est de la République. Je caricature avant d'indiquer les passages par lesquels nous sommes arrivés à terme, quand nous répartons en fin 2011, début 2012, le budget de l'État en ressources propres s'élevait à 3,5 milliards. Ça signifie qu'on l'a quadruplé, de 850 à 3,5 milliards. 3,5 milliards non pas en prévision, mais en réalisation. Le réserve de change se situe à 1,7 milliard de dollars. Les PIB étaient passés à 30 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'on l'a doublé au courant d'un quinquennat. La dette, c'était 5 milliards, on est donc parti de 14 à 5 milliards. Le salaire du médecin était de 200 dollars, on l'a multiplié par 10, les médecins commençaient à toucher 2000 dollars. Les fonctionnaires qu'on a trouvés à 15 dollars touchaient 100 dollars. J'en passe. J'étais très fier. Mais seulement c'était difficile à évaluer. Parce que quand quelqu'un touche 15 dollars, vous pouvez multiplier par 10 son salaire, mais c'est rien, il est toujours dans le trou. Quand un pays comme le Congo est un sous-continent, qui a 800 millions de dollars, j'indique en passant que jamais dans notre histoire, depuis l'indépendance jusqu'au moment où on est arrivé au pouvoir, les pays n'avaient franchi le budget de 1 milliard de dollars. Et nous, de l'exercice 2006, 850 millions de dollars, on est passé à 1,6 milliard de la première année, c'est-à-dire pour 2007. Et quand nous sortons, comme je l'ai dit, c'est 3,5 milliards. Je dis qu'en passant que jusqu'à ce jour, le pays est à ce niveau du budget que nous avons laissé. Les autres n'ont même pas multiplié par 10. On reviendra sur l'évolution de la croissance pour indiquer la contradiction. Les réserves de change, nous les avons laissées à 1,7 milliard. Et les autres qui nous ont remplacés, quand ils sortaient, ils les ont laissés à 800 millions de dollars. Donc ils ont mangé plus de la moitié. Les salaires ont été mangés à 50% par l'érosion monétaire à cause de la gestion non présidentielle. Les salaires de fonctionnaires n'en parlons même pas. Alors que les pays, quand nous les prenions, il était un pays qu'on appelait pays pauvre, très endetté. Et quand on est sorti, on a laissé les pays en état de pauvreté, mais non endettés.
Donc, offrant désormais une grande capacité d'endettement pour financer y compris ces infrastructures. C'est ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Donc, je suis fier et très fier. Mais seulement, le peuple n'a pas cet entendement parce que il était dans un trou, on l'a sorti plus ou moins, mais il est toujours dans un trou, surtout qu'on l'a ramené dans un trou. Mes ministres, de manière générale, me posaient la question, monsieur le Premier ministre, est-ce que nous allons réussir? Ça, c'est pendant les quinquennats. Le maire disait, monsieur le ministre, nous allons réussir à plus de 100% du point de vue de nos objectifs. Mais ce sera un échec du point de vue des attentes du peuple. Le peuple attend qu'on supprime le chômage. Je vous donne les chiffres aujourd'hui. C'est 2 millions de jeunes Congolais qui viennent sur le marché et entrent dans la tranche de la vie active chaque année. 2 millions. Même aux États-Unis, ce n'est pas le cas. En Europe, aucun pays. 2 millions. Et tout simplement parce qu'on a un taux de croissance de 3,5% sur une population de 90 millions d'habitants. Faites les calculs. Donc, nous mettons au monde 3 millions de Congolais chaque année. En fait, nous créons 2 Gabons chaque année. Parce que la population gabonaise se chiffre à 1,5 million. Et donc, voilà un défi qui veut que le peuple nous oblige à créer 2 millions d'emplois pour inverser la courbe du chômage. Ce qui est une possibilité. Mais en attendant, je vous informe que nous, on a créé en 5 ans 1 500 000 emplois. Mais les autres qui nous ont succédé en ont détruit. Donc, il y a 2 millions d'enfants qui viennent sur le marché, qu'ils aient étudié ou pas. Parce que quand on a 14 ans, on est apte à travailler. Ici, tout si on n'a pas étudié, on est en train à chercher l'emploi. Ce qu'on appelle le colonna traditionnellement, c'est des gens à l'âge de travailler, de se marier, etc., d'être opérationnels dans la vie active. Donc, ils ne trouvent pas du boulot, en plus que la récession passe par là. Vous avez posé une question, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Je n'ai pas beaucoup d'occasions, merci de me la donner, de parler de mon bilan. Pour justifier le fait que je sois content d'avoir fait cette expérience. Voilà en quelques lignes ce qui justifie le fait que je sois content d'être passé par là. Mais en même temps, les échecs par rapport aux attentes, le peuple ne savait pas avaler. Il fallait attendre que le gouvernement qui nous a succédé fasse ses échecs. Nous aurons l'occasion d'en parler si c'est nécessaire. On n'est pas là pour ça. Que le peuple commence rétrospectivement, commence à réaliser les efforts que nous on a fait. Entre autres, je ne l'ai pas dit, on a stabilisé la monnaie pendant tous les quinquennats. Nous avons démontré ces faux paradoxes selon lesquels, quand vous travaillez avec les FMI, vous ne pouvez pas augmenter le salaire, vous ne pouvez pas recruter. Au contraire, il faut faire des compressions budgétaires en dégraissant les effectifs du personnel, il faut réduire les salaires, ainsi de suite. Nous, on a fait les contraires. Sous la barre du FMI et en payant la dette, nous avons augmenté le salaire dans les proportions que je viens de vous indiquer, comme jamais auparavant et comme jamais par après. Nous avons augmenté les effectifs de médecins. On a doublé les effectifs de professeurs d'université. On a triplé les effectifs de magistrats. Et on a augmenté leurs salaires tout simplement parce qu'on a quadruplé le budget de l'État. Donc, on était en mesure, compte tenu de la vision sociale ou socialiste de notre camp politique, dis-moi, tel que nous on dirigeait le gouvernement, on a pu augmenter le salaire qui pour nous est un moteur de l'économie. C'est pourquoi d'ailleurs qu'on a fait des croissances qui approchaient des chiffres, alors même que nous n'étions pas encore en phase de croisière pour les investissements miniers. Voilà plus ou moins pourquoi je suis fier. Mais je regrette une chose, c'est que je n'ai pas beaucoup communiqué, encore que je n'avais pas le temps. Mais quand on est véritablement au travail, on parle moins. Et donc, il y a des choses qui auraient pu être comprises par le peuple à ces moments-là, et qui ne l'ont été que par après. Donc, ceux qui nous ont remplacés nous y ont aidés. Merci. Merci. Un instant. Je vous rappelle que l'honorable député avait demandé à ce qu'on pose ici des questions sur la politique. Et que si nous avons le temps, on va parler de l'économie et du social. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question de l'entrée à la politique? Une question de suivi. Merci beaucoup pour l'occasion. Une question de suivi. Je m'appelle Henri Ngolo. Je suis directeur de marketing ici
en Amérique, et puis je suis analyste du marché. Donc au mois de juillet, j'étais à Kinshasa donc pour enterrer mon père. Vraiment, j'ai trouvé qu'il labelle dans des poubelles. Et je me suis dit, mais y a-t-il l'espoir? C'est parfois quand nous regardons, donc nous sommes en Amérique, et les gens ils se disent, nous sommes dans le diaspora, mais quand vous arrivez à Kinshasa, il y a même le calage de distance entre les leaders et la population que vous êtes en train de citer, mon frère, l'honorable. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que nous qui avons des ressources, vous avez parlé de l'économie, je connais, vous avez un diplôme, je me demande pourquoi nous avons des ressources minières, naturelles et consorts, et nous devons vivre dans des poubelles. Et il y en a qui n'ont absolument rien et qui vivent de nos ressources, y compris l'Amérique. Nous nous aginions devant eux pour qu'ils nous donnent de l'argent, mais nous ne sommes pas en train de négocier sur la table pour que nous puissions avoir le pouvoir de gérer nos propres ressources. Comme vous le savez, nous avons des cobalt, des zinc, et comme ça, mais moi, en tant qu'analyste, je n'ai jamais vu une société africaine ou congolaise qui se démène dans des recherches et des analyses du marché pour que nous puissions dicter le prix de nos propres ressources. Et vous étiez Premier ministre de deux. Je vais terminer bientôt. Pourquoi est-ce que nous n'avons même pas à Kinshasa l'entreprise de gestion des déchets? J'ai fait quelques analyses, il y a des poubelles partout. Comme vous savez, le système des Maléois. Parce que, comme vous avez dit, les gens n'ont pas d'emploi. Ils se démènent, mais au moins, ils vont nous nourrir avec des Maléois. Je ne sais pas si vous connaissez les Maléois, dont vous mangez dans le riz de Kinshasa. Il y a des mouches et des moustiques. Et puis, quand vous regardez le taux de mortalité de nos enfants, comme vous l'avez dit, bien sûr, ils sont en train de naître. Mais au moins, moi, je pense, à chaque 45 secondes, il y a un enfant qui meurt. À quoi bon? Nous devons vivre dans la société comme notre Congo, votre Congo, alors que nous avons des grands diplômes qui font absolument rien pour ce moment. Nous avons peur même de mouches et de moustiques qui n'ont rien. Et nous qui sommes des élus du pays, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. J'ai fait une vie de Congolais frappés par des militaires. Et j'ai vu même des gens qui passaient, et quand vous les regardez, ils ne vous ressemblent pas. N'occultez pas la substance de votre question, parce qu'il y a plus de commentaires que la C'est ça, c'est ça. Donc, au moins, ce que je suis en train de dire là, est-ce que peut-on avoir une vision claire du Congo dans la sincérité, au lieu de masquer toutes choses? Merci pour la question. D'abord, je suis mal à l'aise pour répondre à cette question. Parce qu'en vous disant des vérités, et puisque les vérités sortent de la bouche des hommes politiques, elles paraissent moins crédibles. Parce que vous n'êtes pas dans des dispositions psychologiques de croire. Je m'y forcer. Les premiers éléments à savoir, parce que je réponds à la question de savoir pourquoi sommes-nous si pauvres, avec toutes les conséquences que vous venez de décrire. Pourquoi nous sommes pauvres, nous allons expliquer pourquoi. Mais d'abord, quel est le niveau de cette pauvreté, pour voir pourquoi les conséquences sont celles que vous décrivez. Nous avons un PIB de 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars. Pour comprendre la portée de ces montants, il faut les mettre en parallèle avec le montant des autres. Oui, ça peut être peut-être nécessaire de regarder. Ça va vous distraire, assurer ce que je dis, c'est le plus important. Ces chiffres-là, ça m'aide moi éventuellement pour me souvenir des thèmes. Nous avons un PIB de 40 milliards de dollars. Pour comprendre la portée de ces chiffres, son importance relative, il faut les mettre en parallèle avec le chiffre des autres États. L'Afrique du Sud a un PIB qui approche de 350 000 milliards. Donc nous entrons dans l'Afrique du Sud combien de fois? Vous pouvez faire le calcul, près de 10 fois. Le Nigeria est autour de 400-500 milliards de dollars. Un pays comme nous, ils ont plus ou moins
180 ou 200 millions d'habitants. L'Afrique du Sud a plus ou moins 50 millions d'habitants. Nous, on a 80 millions. On a le même, plutôt l'Angola a un PIB de 120 milliards. Ils en étaient à 300 milliards, mais comme c'est une économie domaniale, assise sur le pétrole, donc une économie de rente, avec la baisse des cours des produits pétroliers, ils ont vu leur PIB divisé par plus ou moins 3. Voilà les PIB qu'ils ont. Et vous voyez que les Congolais finalement vivent avec $1, moins d'$1,50. La moyenne subsaharienne, c'est 3-4 $ par jour. Ici, aux USA, vous vivez avec $150 par jour. C'est-à-dire que $50 000 divisé par 365 jours, vous approchez les $150 par jour. Les pays africains à revenu moyen sont autour des $15 par jour. Les pays pauvres comme les Niger, plutôt comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc., sont autour de 4-5 $. Et nous, on est à $1 parce qu'on est un pays sous-pauvre, en dessous du seuil de pauvreté, qui est fixé à $2 par jour par l'ONU. Donc on est des sous-pauvres. C'est les contraintes qui devaient vous surprendre. Que la ville de Kinshasa soit en bonne situation, etc. Mais sachez que sur ces PIB, l'État n'a comme ponction fiscale que 10%. 10% des 40 milliards, c'est 4 milliards. Voilà le budget du Congo. L'Angola a un budget de 40 milliards de dollars. Donc il nous faut 10 ans pour atteindre le budget annuel de l'Angola. Maintenant, quelle est la part qui est rétrocédée aux provinces? La Constitution prévoit 40% de rétrocession et 10% de fonds de péréquation à donner aux provinces en tenant compte discriminatoirement de leur niveau de pauvreté. En fait, l'idée est idiote parce que toutes les provinces en fait au Congo sont pauvres. Voilà les agrégats économiques avec lesquels nous travaillons. Maintenant, pourquoi cette situation? Donc, quand vous prenez cette tableau, vous comprenez que ce serait un miracle que nos universités se portent bien, que les villes soient propres, ce serait un miracle. Il faut être dans la superstition pour croire qu'avec ces chiffres, vous qui vivez ici en Occident, qui savez ce que coûte l'entretien d'une ville, ce que coûte la sécurité d'une ville, etc., c'est d'abord l'argent. L'argent, il faut le produire, ce sont les entreprises, sur le capitalisme. Je suis socialiste du point de vue politique, mais économiquement, moi je prends le capitalisme. C'est la création de richesse. Notre richesse est à ces niveaux. C'est vrai que ces chiffres-là donnent l'ordre d'importance pour l'économie conventionnelle, occultent un peu la part de l'économie formelle. Mais la fiscalité dont on attire l'élève de l'économie formelle. Il est difficile de fiscaliser l'économie informelle. C'est ce qui fait que notre budget est autour de 4 milliards. Évidemment, avec nous, nous aurions pu faire une ponction fiscale de 15%, on pourrait avoir un budget de 6 milliards ou plus. Mais le gouvernement actuel n'est collé que 4 milliards, du moins au niveau des prévisions, et au niveau de réalisation, ils atteignent 3 milliards et demi. Voilà les chiffres qui se manifestent à travers la situation que vous décrivez sur le plan de la santé, sur le plan de la sécurité, l'enseignement primaire et secondaire, et ainsi de suite. Maintenant, pourquoi on en est là? Il y a la mauvaise gouvernance. Évidemment, tous les dirigeants doivent rendre compte, moi compris d'ailleurs, sur cette question, cette accusation fondée. Il y a l'incompétence, à la prédation, etc. Évidemment, quand vous allez prononcer votre sentence sur nous, il faudra tenir compte des circonstances atténuantes de chacun. Moi, je rendrai compte de mon bilan, des évolutions possibles et les contextes dans lesquels j'ai fait le choix de travail, les moments donnés. Et chaque gouvernement aura son bilan, même si collectivement, historiquement, nous assumons la responsabilité de ce que pendant 50 ans, 54 ans, on n'a pas construit le pays. Les conditions historiques, vous les connaissez, nous devons les assumer avec vous. Les guerres, les rébellions, les pillages. Alors, voilà la situation qui explique la mauvaise gouvernance, la part de l'histoire politique du pays, le contexte international d'une économie domaniale dont les comportements en termes de croissance est tributaire de l'économie internationale et des coûts des matières de base, produits de base. Voilà globalement et un peu abstraitement présenté, voilà ce qui peut expliquer cette situation. Donc je résume l'histoire qui veut que les autres ont
entre 60, parce que les indépendances en Afrique subsaharienne, c'est plus ou moins les mêmes années. Dans notre temps, ils ont connu la croissance dans la durée, ils ont connu la stabilité de la monnaie dans la durée, ils ont connu la stabilité dans la durée. Mais nous, on est né d'abord en faillite. On a connu que la décroissance depuis 60 jusqu'en 2000-2001, qu'on a réamorcé la refondation de l'État et de l'économie, même si par la suite, l'héritage a été bouffé par le mouvement précédent, de mon point de vue, les chiffres sont là. Mais globalement, ce serait un miracle que nous soyons bien. Parce que généralement, quand les gens disent « Ah, nous, vous avez qui bien calme, si vous nous bien », bon, est-ce que ce n'est pas par nostalgie, vous avez qui bien calme? Il faut situer ça dans le temps et donner les conditions explicatives de ce moment-là. Voilà plus ou moins, j'ai tenté d'esquisser des éléments de réponse à votre question. Merci.